Je ne me serais jamais attendu à passer ma vie à élever un Bigfoot, et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je n'échangerai un seul de ces moments pour rien au monde. Tout a commencé lors d'un blizzard, fin janvier, alors que j'avais 42 ans. Cela faisait environ 5 ans que je vivais seul dans ma cabane à l'orée de la forêt. Mon mariage s'était mal terminé. Mes enfants avaient leur propre vie en ville et j'avais préféré la solitude au vacarme des faux semblants. La cabane était petite mais confortable, nichée entre des pins immenses et un ruisseau qui chantait à chaque saison. Je passais mes journées à lire, à peindre des aquarelles qui n'étaient jamais tout à fait réussies et à faire de longues promenades dans les bois où personne ne pouvait me demander comment j'allais. Le blizzard s'était abattu pendant la nuit, sans prévenir. À mon réveil, il y avait déjà près d'1 mètre de neige au sol, et il en tombait encore si dru que je ne voyais pas au-delà de mon porche. Le vent hurlait à travers les arbres, les pliant presque en deux. J'avais survécu à de nombreuses tempêtes d'hiver dans ces montagnes, mais celle-ci semblait différente, plus méchante, le genre de froid qui pouvait vous tuer en quelques minutes si l'on n'y prenait pas garde. J'ai passé la matinée à alimenter mon feu et à regarder la neige s'accumuler. Vers midi, pendant une brève accalmie, je l'ai entendu. Un son qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. Ce n'était pas tout à fait un cri, ni tout à fait un hurlement. C'était quelque chose entre les deux, aigu et désespéré, à peine audible par-dessus la tempête. Puis je l'ai entendu à nouveau, plus proche cette fois. N'importe qui de sensé serait resté à l'intérieur, mais mes années de solitude m'avaient appris que je n'étais pas toujours sensé. Et ce son m'a transpercé. J'ai enfilé mon manteau le plus épais, enroulé une écharpe autour de mon visage, attrapé mon sac d'urgence, et je me suis frayé un chemin dehors, en plein blizzard. Le froid m'a frappé comme un coup de poing. Le vent faisait s'engouffrer la neige dans le moindre interstice de mes vêtements. Je voyais à peine à 1,50 m, mais j'ai suivi ce cri plaintif, utilisant mon bâton de marche pour sonder la profondeur des congères avant chaque pas. J'ai appelé, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un randonneur perdu ou d'un animal blessé. La seule réponse fut ce même gémissement désespéré. J'ai trouvé le bébé Bigfoot à 100 de mètres de ma cabane, bien que la distance m'ait paru être des kilomètres dans ces conditions. J'ai failli passer juste à côté de la créature. Le bébé Bigfoot était enfoui dans une congère contre une bûche tombée, seul le sommet de sa tête était visible. S'il n'avait pas crié au moment où je passais, je ne l'aurais jamais vu. Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à creuser avec mes mains gantées. La neige volait de partout. À mesure que je dégageais ce qui était enterré là, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un ourson. Mais plus la créature se dévoilait, plus je réalisais que c'était tout autre chose. Le bébé Bigfoot était petit, peut-être de la taille d'un enfant de 5 ans, couvert d'une fourrure brun foncé incrustée de glace et de neige. Ses yeux étaient immenses et bruns, à peine ouverts, et il tremblait si violemment que je le sentais à travers mes gants. Ses lèvres avaient une teinte bleutée, et j'ai réalisé avec horreur qu'il était en train de mourir de froid. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que je voyais. Le Bigfoot n'était pas censé exister, mais réel ou non, cette créature était mourante. J'ai arraché mon manteau et je l'ai enveloppé dedans, le serrant contre ma poitrine. Il était si froid, j'avais l'impression de tenir de la glace à travers mon pull. Il réagissait à peine, juste ce faible tremblement et une respiration si superficielle que je la sentais à peine. Rentrer à la cabane fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Le vent me combattait à chaque pas et je devais tracer mon chemin dans une neige qui m'arrivait aux cuisses. Je tenais le bébé Bigfoot à l'intérieur de mon manteau, essayant de partager le peu de chaleur corporelle qu'il me restait. Ses tremblements diminuaient progressivement, et je ne savais pas si cela signifiait qu'il se réchauffait ou qu'il abandonnait. Quand j'ai enfin franchi la porte de ma cabane en titubant, je tremblais presque autant que lui.
J'ai refermé la porte d'un coup de pied contre le vent et je suis allé directement à la cheminée, ravivant les flammes jusqu'à ce que la chaleur se propage par vagues. J'ai déposé le bébé Bigfoot sur mon tapis juste devant le feu et j'ai commencé à frictionner ses membres à travers la fourrure, essayant de faire circuler le sang. Il a fallu près d'1 heure avant que ses yeux ne s'ouvrent complètement. Il m'a regardé avec un mélange de confusion et de peur. Mais il était trop faible pour faire plus que gémir. J'ai remarqué que sa jambe gauche était pliée dans un angle étrange, et en l'examinant attentivement, j'ai trouvé une enflure autour de la cheville. Il avait dû se la blesser d'une manière ou d'une autre avant de se retrouver piégé dans la neige. J'ai aussi trouvé des coupures et des égratignures sur tout son corps, comme s'il avait couru à travers des broussailles épaisses. Je l'ai enveloppé dans toutes les couvertures que je possédais et j'ai maintenu un feu rugissant. Il est resté allongé là pendant des heures, ouvrant de temps en temps ses grands yeux bruns pour me regarder avant de retomber dans un sommeil épuisé. Je le regardais respirer, ayant encore du mal à croire à ce que j'avais ramené chez moi. Le blizzard a fait rage pendant 3 jours de plus. Pendant ce temps, le bébé Bigfoot et moi étions piégés ensemble dans ma petite cabane. Il dormait la plupart du temps, ne se réveillant que pour manger et boire. J'ai découvert qu'il adorait les baies, les pommes et toutes sortes de légumes racines que j'avais en réserve. Il s'est avéré être végétarien, refusant le thon en conserve que je lui offrais, mais dévorant un sac entier de carottes en une seule fois. Le 2e jour, il a essayé de se lever. Sa cheville blessée ne pouvait pas supporter son poids et il est tombé en avant avec un glapissement. Je me suis précipité vers lui et il m'a regardé avec une telle frustration et une telle douleur que mon cœur s'est brisé. J'ai fabriqué une attelle avec du petit bois et des bandes de tissu, lui bandant la cheville aussi doucement que possible. Il m'a observé faire avec ses yeux bruns et intelligents. Et je jurerais qu'il a compris que j'essayais de l'aider. Le 3e jour, il avait commencé à me suivre dans la cabane. Il boitillait derrière moi sur 3 pattes, me gardant toujours en vue. Quand je m'asseyais pour lire, il s'installait par terre à côté de ma chaise. Quand je cuisinais, il s'asseyait dans l'embrasure de la porte de la cuisine et regardait. Il ne faisait jamais de bruit, sauf s'il avait mal ou peur. La tempête s'est enfin calmée le 4e matin. J'ai ouvert ma porte sur un soleil aveuglant se reflétant sur la neige, qui avait transformé mon monde en un paysage extraterrestre. Tout était enseveli. Le chemin vers mon bûcher avait disparu. Le ruisseau était complètement gelé. Et quelque part là-dehors, pensais-je, se trouvaient les parents de ce bébé Bigfoot. J'ai passé des semaines à chercher le moindre signe de Bigfoot adulte dans la région. J'ai suivi le chemin jusqu'à l'endroit où je l'avais trouvé et j'ai cherché en cercle de plus en plus large à partir de ce point. J'ai cherché des empreintes, des branches pliées, la moindre indication qu'une grande créature était passée par là. Je n'ai rien trouvé. Le bébé Bigfoot se tenait à ma fenêtre pendant ses recherches, me regardant partir. Son visage se pressait contre la vitre, son souffle l'embuant, et il y restait jusqu'à mon retour. Je revenais toujours pour le trouver exactement là où je l'avais laissé, comme s'il avait peur de bouger pendant mon absence. J'ai commencé à l'emmener avec moi dans mes recherches. Sa cheville avait suffisamment guéri pour qu'il puisse marcher dessus, bien qu'il boitille encore. Je pensais qu'il pourrait peut-être aider, reconnaître une piste ou une odeur qui nous mènerait à sa famille. Mais il ne montrait aucun intérêt pour le pistage. Il voulait juste rester près de moi, attrapant souvent ma main avec ses doigts étonnamment humains lorsque la forêt devenait trop dense ou sombre. L'hiver a laissé place au printemps, et j'ai dû accepter que je ne trouverais peut-être jamais ses parents. Peut-être étaient-ils morts dans le blizzard. Peut-être avait-il été séparé lors d'une migration. Peut-être avait-il abandonné ce jeune pour des raisons que je ne comprendrai jamais. Quelle que soit la vérité, j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer à chercher ou je pouvais accepter que ce bébé Bigfoot était désormais sous ma responsabilité. La décision s'est prise d'elle-même, en réalité. Il était devenu une partie de ma routine quotidienne.
Je ne pouvais plus imaginer ma cabane sans le son de ses pas sur le plancher, sans me réveiller et le trouver enroulé au pied de mon lit, sans la façon dont il m'apportait des pierres ou des pommes de pin intéressantes, comme s'il s'agissait de précieux cadeaux. Ce premier été fut une révélation. Le bébé Bigfoot grandit vite, prenant plusieurs centimètres en quelques mois seulement. Son appétit devint énorme. Mon potager, que j'avais planté pour compléter ma propre nourriture, devint principalement son domaine. Il s'asseyait au milieu des plants de tomates et les mangeait directement sur la vigne, le jus coulant sur sa fourrure. Il se découvrit un amour pour les fraises qui frisait l'obsession. J'ai appris que les Bigfoot étaient intelligents d'une manière qui me surprenait constamment. Il a compris comment ouvrir les portes en moins d'une semaine. Il a trouvé comment utiliser des outils, ramassant des bâtons pour faire tomber les fruits des branches hautes. Il comprenait les routines et devenait anxieux si je m'en écartais. Un matin où j'avais dormi trop longtemps, je me suis réveillé pour le trouver assis à côté de mon lit avec un bol de baie, sa tentative de petit déjeuner. Il adorait aussi l'eau. Le ruisseau derrière ma cabane est devenu son endroit préféré. Il passait des heures assis dans les bas-fonds à regarder les poissons passer, essayant parfois d'en attraper un avec un succès limité. J'ai construit un bassin profond en barrant une section du ruisseau et il s'y baignait, si longtemps que je devais venir le traîner dehors au coucher du soleil. Un après-midi chaud de juillet, je travaillais dans mon jardin quand j'ai entendu des éclaboussures venant du ruisseau. Je suis allé voir et j'ai découvert qu'il s'était inventé un jeu consistant à attraper des écrevisses. Il en repérait une, la traquait lentement, puis fondait dessus à deux mains. La plupart du temps, l'écrevisse s'échappait. Mais quand il en attrapait une, il la brandissait triomphalement avant de la relâcher dans l'eau. Il n'était pas intéressé par le fait de les manger, juste par le défi de la capture. Ce même été, j'ai eu ma première vraie frayeur. J'étais allé en ville pour des provisions, le laissant enfermé dans la cabane pour sa sécurité. Je n'étais jamais parti plus de quelques heures, mais cette fois, ma camionnette est tombée en panne et je ne suis rentré que bien après la tombée de la nuit. Je suis revenu pour trouver toutes les fenêtres de ma cabane brisées de l'intérieur, les meubles renversés et le bébé Bigfoot parti. J'ai paniqué. J'ai attrapé ma lampe de poche et j'ai couru dans les bois, l'appelant. Mon esprit s'emballait avec d'horribles possibilités. Il s'était enfui, on l'avait enlevé, je ne le reverrai jamais. J'ai cherché pendant 1 heure, ma voix devenant rauque à force de crier. Je l'ai finalement trouvé blotti à l'endroit exact où je l'avais découvert pendant le blizzard. Il pleurait de ce même son désespéré que j'avais entendu pour la première fois des mois auparavant. Quand il m'a vu, il a couru vers moi et m'a percuté si fort que nous sommes tombés tous les deux. Il s'est accroché à moi, tremblant, et j'ai compris ce qui s'était passé. Il pensait que je l'avais abandonné, tout comme ses parents l'avaient fait. Après cette nuit, je ne l'ai plus jamais laissé seul plus d'1 heure. Quand je devais aller en ville, je l'emmenais avec moi, caché sous une bâche à l'arrière de ma camionnette. Quand je devais m'absenter plus longtemps, je m'arrangeais pour que mon plus proche voisin vienne le voir. Il avait besoin de savoir que je revenais toujours. Quand il a eu 2 ans avec moi, il était devenu trop grand pour ma cabane. Il mesurait près de 2,10 mètres et pesait probablement 135 kilos. Il ne pouvait plus passer confortablement par mes portes et devait se baisser pour ne pas se cogner la tête contre les poutres de mon plafond. Nous savions tous les deux que des changements s'imposaient. J'ai construit une extension à ma cabane ce printemps-là. Une grande pièce avec de hauts plafonds et un plancher renforcé est devenue son espace. Il a aidé à la construction, soulevant des poutres que je ne pouvais pas bouger, et maintenant les murs, pendant que je les clouais. Il semblait comprendre que nous construisions quelque chose ensemble, et il en tirait une fierté évidente. Sa chambre est devenue une collection de tout ce qu'il aimait. Des galets de rivière empilés en tours soignées, des morceaux de bois intéressants disposés sur des coquillages, un énorme tas de branches de pin tendre qu'il remplaçait chaque semaine pour les garder fraîches. Une collection de plumes d'oiseaux organisées par couleur. Il avait un sens esthétique qui me surprenait constamment.
En grandissant, son appétit a fait de même. Je plantais un jardin plus grand chaque année. J'ai appris à cueillir des plantes sauvages et des champignons qu'il adorait. J'ai installé une cave à légumes pour stocker les légumes pendant l'hiver. Ma retraite tranquille s'était transformée en la gestion d'une ferme pour une très grande et très affamée créature. Il a également développé des routines et des habitudes que j'ai appris à contourner. Chaque matin à l'aube, il descendait au ruisseau pour prendre un bain, quel que soit le temps. Il passait 1 heure à se toiletter, utilisant ses doigts pour démêler soigneusement sa fourrure, enlevant les brindilles et les bogues. Puis il se faisait dorer au soleil sur une pierre plate jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Il aimait la musique. Je mettais ma vieille radio et il s'asseyait parfaitement immobile, la tête penchée, absorbant chaque note. La musique classique le rendait paisible. Il s'allongeait les yeux fermés, respirant lentement et régulièrement. La musique folk le faisait bouger, se balançant d'avant en arrière dans quelque chose qui ressemblait à de la danse. La musique rock le déconcertait et il penchait la tête d'un côté à l'autre comme un chien perplexe. J'ai découvert qu'il avait une mémoire remarquable. Je pouvais lui montrer quelque chose une fois, et il s'en souviendrait parfaitement des mois plus tard. Une fois, je lui ai montré comment démarrer ma vieille tondeuse à gazon. 6 mois plus tard, alors que j'étais trop fatigué pour le faire moi-même, il s'est approché, a tiré sur la corde exactement comme je l'avais montré, et l'a fait démarrer du premier coup. Son intelligence n'était pas humaine, mais elle était profonde à sa manière. Il comprenait aussi les saisons d'une manière qui m'étonnait. À la fin de l'été, il commençait à se préparer pour l'hiver sans aucune incitation de ma part. Il rassemblait du bois de chauffage supplémentaire, l'empilant en tas couverts autour de la cabane. Il cueillait des légumes supplémentaires du jardin, les étalant pour les faire sécher. Il semblait avoir un calendrier instinctif, sachant exactement quand la première neige arriverait. Un automne, il est tombé gravement malade. Il avait mangé quelque chose dans les bois qui n'allait pas. Pendant 3 jours, il a à peine bougé, simplement allongé dans sa chambre, en émettant de petits sons de douleur. Je n'avais aucune idée de comment soigner un Bigfoot malade. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer. De l'eau fraîche, du thé chaud à base d'herbes, le jeûne, rien n'y faisait. La 3e nuit, je me suis allongé à côté de lui sur son lit de branches de pin. J'ai posé ma main sur sa poitrine et j'ai senti son cœur battre trop vite. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit que j'avais fait de mon mieux. Je lui ai dit que je l'aimais, ce qui m'a surprise, car je n'avais pas réalisé que c'était vrai jusqu'à ce que je le dise à voix haute. Le lendemain matin, il était debout et se déplaçait, faible, mais clairement en voie de guérison. Il m'a apporté une poignée de feuilles spécifiques de la forêt et les a mangées méthodiquement. Au cours des jours suivants, il a cherché des plantes particulières et les a consommées. J'ai réalisé qu'il avait une connaissance instinctive de la médecine naturelle que je ne posséderais jamais. Il savait comment se guérir lui-même. Au fil des ans, j'ai remarqué qu'il développait des comportements plus complexes. Il collectionnait des objets qui semblaient n'avoir aucune utilité pratique. De jolies pierres, des os intéressants, des morceaux de verre colorés que j'avais jetés. Il les disposait en motifs dans sa chambre, passant parfois des heures à déplacer une seule pierre jusqu'à ce que sa position soit parfaite. C'était de l'art. J'ai réalisé qu'il créait de l'art. Il montrait aussi des signes d'émotion que je n'aurais jamais attendus. De la tristesse lorsque le premier gel tuait les plantes, du jardin, de la joie lorsque le printemps apportait de nouvelles pousses, du contentement lors des soirées tranquilles au coin du feu, de la peur pendant les orages où il se serrait contre moi comme il le faisait quand il était bébé. Il ressentait les choses profondément et j'ai appris à lire ses sentiments dans ses yeux et son langage corporel. Avec le temps, le Bigfoot et moi avons développé notre propre langage. Pas des mots exactement, mais un système de sons et de gestes qui nous permettait de communiquer des idées de base. Il avait un grondement sourd qui signifiait le contentement, un aboiement sec qui signifiait le danger, un doux ululement qui signifiait « viens ici ».
J'ai appris à répondre avec mes propres sons et il a appris à reconnaître la signification de mes différents tons de voix. Il comprenait aussi le fait de pointer du doigt et pouvait suivre mon regard pour voir ce que je regardais. Si je pointais un outil dont j'avais besoin, il allait le chercher. Si je regardais vers le ruisseau, il me proposait de m'aider à y aller. Ce niveau de compréhension suggérait un esprit bien plus complexe que je ne l'avais imaginé au départ. Un soir d'hiver, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il avait disposé des pierres dans sa chambre pendant que je lisais au coin du feu. Soudain, il est apparu dans l'embrasure de ma porte, tenant un morceau d'écorce plat. Il avait utilisé du charbon de bois du feu pour y dessiner quelque chose. C'était grossier mais sans équivoque. Une simple image de nous deux côte à côte. J'ai fixé ce dessin pendant un long moment. Il nous avait représentés, avait créé un symbole visuel de notre relation. Il comprenait que nous formions une unité, un duo, une famille. J'ai accroché cette écorce sur mon mur où je pouvais la voir tous les jours. Il semblait en être satisfait, la touchant doucement chaque fois qu'il passait devant. Après ce premier dessin, il en a fait d'autres. Des images de la forêt, du ruisseau, des animaux qu'il avait vus. Les dessins n'étaient jamais sophistiqués, mais ils étaient reconnaissables et clairement intentionnels. J'ai commencé à les conserver, les rangeant dans une boîte sous mon lit. Une preuve de sa vie intérieure, de ses pensées et de ses observations. Il y a eu des jours qui ont marqué, des moments qui sont devenus des souvenirs précieux. La première fois qu'il a réussi à attraper un poisson à main nue, la fierté dans ses yeux, la façon dont il a brandi le poisson frétillant comme un trophée avant de le relâcher dans l'eau. Il ne voulait pas le manger, il voulait juste prouver qu'il pouvait l'attraper. Le jour où il a neigé au printemps, fin mai, nous surprenant tous les deux. Il est venu en courant à ma fenêtre, me faisant des gestes frénétiques pour que je sorte. Nous nous sommes tenus ensemble dans cette neige hors saison. Il penchait la tête en arrière pour attraper les flocons sur sa langue, me regardant avec une telle joie que j'ai dû rire. La neige a fondu dans l'après-midi, mais le souvenir est resté. Il y a eu une éclipse un été, une rare éclipse solaire totale visible de notre emplacement. J'avais lu à ce sujet des semaines à l'avance et j'avais essayé de lui expliquer ce qui allait se passer. Le jour venu, nous nous sommes assis ensemble sur une couverture dans la clairière, portant les lunettes spéciales que j'avais commandées. Alors que la lune passait devant le soleil et que l'obscurité tombait en plein milieu de la journée, le Bigfoot a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de la peur exactement, mais de l'émerveillement. Il a cherché ma main et l'a serrée fort jusqu'au retour du soleil. Nous sommes restés assis là longtemps après, le Bigfoot levant de temps en temps les yeux vers le ciel, comme pour s'assurer que tout était redevenu normal. Un automne, une immense volée d'oies migratrices s'est arrêtée à notre ruisseau pendant plusieurs jours. Des centaines d'entre elles, remplissant l'air de leurs cacardements et l'eau de leurs éclaboussures. Le Bigfoot était fasciné. Il restait assis, immobile pendant des heures, les regardant se nourrir et interagir. Quand elles sont finalement parties, continuant leur voyage vers le sud, il s'est tenu au bord du ruisseau et a poussé de longs et graves appels, comme pour leur dire au revoir ou souhaiter pouvoir se joindre à elles. Il y a eu cette fois où la foudre a frappé un arbre près de la cabane pendant un violent orage. L'arbre a explosé en une pluie d'éclats et a pris feu malgré la pluie. Le Bigfoot et moi avons travaillé ensemble pour nous assurer que le feu ne se propage pas. Il transportait des seaux d'eau pendant que je lui indiquais où les jeter. Nous étions tous les deux épuisés et trempés quand nous avons réussi à maîtriser la situation. Mais nous avions protégé notre maison ensemble. Cette nuit-là, boueux et fatigués, nous nous sommes assis près de la cheminée en buvant du thé. Et j'ai senti que nous étions une vraie équipe. Pas seulement une femme et un Bigfoot, mais des partenaires qui avaient affronté le danger et en étaient sortis vainqueurs. Un matin d'hiver, je me suis réveillé pour découvrir que le Bigfoot avait décoré la cabane pour ce qu'il devait avoir compris être un jour spécial. Des branches de pin pendaient au-dessus des portes, des baies disposées en motifs sur la table.
des galets lisses placés avec soin dans la pièce. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était mon anniversaire. Il s'en était souvenu et voulait le fêter. J'ai pleuré ce matin-là, submergé par la prévenance de cette créature qui ne pouvait pas parler, mais qui pouvait exprimer l'amour de manière plus puissante que les mots. Il y a eu le jour où je lui ai appris un jeu simple. J'empilais des pierres et il essayait de les faire tomber avec une pierre lancée. Cela semble enfantin, mais il adorait ça. Il s'entraînait pendant des heures, développant une précision surprenante. Finalement, il a commencé à rendre le jeu plus difficile, empilant les pierres dans des arrangements plus complexes, défiant sa propre habileté. C'était un mélange de résolution de problèmes et de jeu. Et le voir s'y adonner m'a fait réaliser à quel point il était intelligent. Un printemps, une famille de renards a fait sa tanière près de notre cabane. Le Bigfoot était captivé par les renardeaux. Il s'allongeait par terre à distance, parfaitement immobile, les regardant jouer. La mère renarde semblait comprendre qu'il ne leur voulait aucun mal. Elle le regardait regarder ses petits, et une sorte de compréhension est passée entre eux. Quand les petits ont été assez grands, la famille de renards a déménagé. Mais je voyais parfois le Bigfoot retourner à cet endroit, peut-être en souvenir. Il y a eu une terrible tempête de verglas un mois de février qui a tout recouvert d'une épaisse couche de glace. Les arbres pliaient sous le poids, les branches cassaient et s'écrasaient au sol. Le Bigfoot et moi sommes restés à l'intérieur pendant 3 jours, écoutant la forêt se briser autour de nous. Quand ce fut enfin terminé et que nous nous sommes aventurés dehors, le monde était transformé en cristal. Chaque branche, chaque brin d'herbe était enchâssé dans la glace qui captait le soleil et projetait des arcs-en-ciel partout. Le Bigfoot et moi avons marché dans ce paysage scintillant, dans un silence étrange. Notre souffle formait des nuages dans l'air glacial. C'était l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues, rendue encore plus spéciale parce que je la partageais avec lui. Ces moments se sont accumulés au fil des ans, tissant une riche tapisserie d'expériences partagées. Chaque saison en apportait de nouvelles. Chaque année ajoutait de la profondeur à notre relation. Ce qui avait commencé comme une femme s'occupant d'un bébé blessé avait évolué en quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Partenariat, amitié, famille, tout cela et rien de tout cela. Quelque chose d'unique qui n'existait qu'entre le Bigfoot et moi. Au fil des ans, il y a eu des alertes avec des visiteurs. Mes enfants annonçaient parfois qu'ils venaient me voir comment j'allais, et je devais me dépêcher de cacher tout signe du Bigfoot. Il a appris à rester au plus profond des bois pendant ses visites, même si je pouvais toujours sentir son regard depuis la lisière des arbres. Une fois, un randonneur s'est perdu et a atterri à ma cabane pour demander son chemin. Pendant que je le lui indiquais, le Bigfoot est apparu au coin de ma maison, portant une brassée de bois de chauffage. Le randonneur est devenu complètement silencieux, son visage se vidant de toutes couleurs. Le Bigfoot s'est figé aussi, laissant tomber le bois avec fracas. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Le randonneur a dit quelque chose qui ressemblait à une question, mais qui est sorti principalement en voyelles. Puis il s'est retourné et a couru. Je veux dire, il a vraiment couru, s'écrasant à travers les bois si vite qu'il a laissé son sac à dos derrière lui. Le Bigfoot m'a regardé avec ce que je ne peux décrire que comme de la culpabilité, et j'ai commencé à rire. Il a penché la tête, confus, puis a semblé comprendre que la situation n'était pas grave, et a ramassé le bois de chauffage. Je craignais que ce randonneur ne signale ce qu'il avait vu, mais il n'en est jamais rien ressorti. J'imagine qu'il en a parlé aux gens, et qu'ils l'ont pris pour un fou, ou peut-être a-t-il décidé qu'il l'avait imaginé. Quoi qu'il en soit, nous avons eu de la chance. Une autre fois, des chasseurs ont installé leur camp à environ 1,5 km de chez moi pendant la saison du cerf. Le Bigfoot pouvait les entendre la nuit, leur voix portant dans l'air calme. Il est devenu anxieux, faisant les 100 pas dans sa chambre, émettant parfois des sons bas et inquiets. Je comprenais. Il savait que les fusils signifiaient le danger. Le 3e jour de la saison de la chasse, l'un des chasseurs s'est approché trop près de ma propriété, traquant un cerf blessé. J'étais dans mon jardin quand j'ai entendu le Bigfoot émettre un son que je n'avais jamais entendu auparavant.
C'était profond et grondant, et cela faisait vibrer mes os. Il a émergé des bois derrière ma cabane, se dressant de toute sa hauteur, mesurant facilement 2,40 m maintenant, et a rugi. Le chasseur l'a vu et a crié. Son fusil est tombé de ses mains. Il a trébuché sur ses propres pieds en essayant de reculer et est tombé lourdement au sol. Le Bigfoot a fait 3 pas massifs vers lui, émettant toujours ce son terrible. J'ai couru entre eux, levant les mains. Il s'est arrêté immédiatement, me regardant avec des yeux fous. Je me suis tourné vers le chasseur et je lui ai dit de partir. Il n'a pas eu besoin qu'on le lui répète. Après son départ, le Bigfoot tremblait. Il s'est assis lourdement, a mis son visage dans ses mains et a fait un bruit de pleurs. J'ai réalisé qu'il n'avait pas essayé de blesser le chasseur. Il avait essayé de lui faire peur pour me protéger. Il pensait que j'étais en danger. Il y a eu un autre incident qui me trouble encore. Un couple de chercheurs en faune sauvage est passé dans la région à la recherche de preuves de grands prédateurs. Ils avaient des caméras et du matériel de pistage et ont passé des semaines dans la forêt autour de ma cabane. Le Bigfoot a dû rester à l'intérieur presque constamment et il est devenu agité et anxieux à cause de l'enfermement. Une nuit, je me suis réveillé pour découvrir qu'il était parti. J'ai paniqué, cherchant dans la cabane et le jardin. Puis j'ai vu des lumières bouger dans la forêt. Les chercheurs, ils étaient en train d'installer des caméras de nuit. J'ai attrapé ma lampe de poche et je me suis dépêché vers eux, espérant les atteindre avant le Bigfoot. Je l'ai trouvé en premier, accroupi derrière un grand arbre, observant les chercheurs travailler. Il était incroyablement prudent, restant sous le vent, se déplaçant silencieusement. Il m'a vu approcher et a fait un petit bruit, presque comme une question. J'ai compris ce qui se passait. Il était curieux de ces humains, voulait les observer, mais savait qu'il fallait être prudent. Nous avons observé ensemble pendant près d'1 heure, cachés dans l'obscurité. Les chercheurs n'ont jamais su que nous étions là. Quand ils ont finalement remballé et sont partis, le Bigfoot s'est tourné vers moi avec ce que je ne peux décrire que comme de la satisfaction. Il avait réussi à observer des humains sans être détecté et avait satisfait sa curiosité en toute sécurité. Nous sommes rentrés ensemble dans un silence confortable. Les chercheurs ont quitté la région après une autre semaine, n'ayant trouvé aucune preuve de quoi que ce soit d'inhabituel. Leurs caméras ont capturé des cerfs, des ours et des renards, mais jamais le Bigfoot. Il était tout simplement trop intelligent, trop conscient de la technologie pour se faire prendre. Une partie de moi s'est sentie soulagée. Une autre partie s'est sentie triste que le monde ne sache jamais ce que je savais, ne voit jamais ce que je voyais tous les jours. Mon 50e anniversaire est arrivé et passé avec seulement le Bigfoot pour le fêter avec moi. Il m'a apporté une couronne tressée de fleurs sauvages et de vignes, l'a délicatement posée sur ma tête et a émis un son que j'avais appris à associer au bonheur. Nous avons mangé des baies fraîches et nous nous sommes assis sur le porche à regarder le coucher de soleil. C'était l'un des meilleurs anniversaires que j'ai jamais eus. Les années m'ont appris que le Bigfoot avait des saisons de comportement, tout comme la forêt. Le printemps le rendait énergique et joueur, poursuivant les papillons et se roulant dans l'herbe nouvelle comme un chiot. L'été apportait un contentement tranquille et de longues heures au bord du ruisseau. L'automne le rendait industrieux, concentré sur la cueillette et la préparation. L'hiver le rendait contemplatif, passant plus de temps dans sa chambre, réarrangeant les pierres et les plumes pendant que la neige tombait dehors. J'ai appris à anticiper ses humeurs et à travailler avec elle plutôt que contre elle. Au printemps, je l'emmenais pour de plus longues promenades, sachant qu'il avait besoin d'exercice. En été, je passais plus de temps dehors avec lui. En automne, je l'aidais à rassembler ce dont nous avions besoin. En hiver, je le laissais plus seul, respectant son besoin de solitude. Il avait aussi des cycles que je ne pouvais pas prédire. Des jours où il semblait triste sans raison apparente. Des moments où il se tenait à la lisière de la forêt et poussait de longs et graves appels dans les arbres. Je me demandais s'il appelait une famille qui ne répondrait jamais, ressentant l'absence d'autres comme lui. Ces jours-là, je m'asseyais à proximité, mais pas trop près, lui faisant savoir que j'étais là.
mais lui laissant l'espace pour son deuil. Il y avait aussi des jours de pure joie où il se réveillait et semblait incapable de contenir son bonheur. Il bondissait à travers la forêt, s'éclaboussait dans le ruisseau avec abandon, m'apportait cadeau sur cadeau de choses intéressantes qu'il avait trouvées. Ces jours-là, sa joie était contagieuse, et je me surprenais à rire plus que je ne l'avais fait depuis des années. Je documentais tout dans des journaux que je gardais cachés dans ma chambre. Des pages et des pages d'observation sur son comportement, son développement, les choses que nous faisions ensemble. Une partie de moi pensait que peut-être un jour, quelqu'un devrait savoir cela, savoir ce qu'était vraiment le Bigfoot. La plupart de moi voulait garder le secret pour toujours, pour le protéger d'un monde qui ne comprendrait pas. Le temps s'écoulait différemment avec le Bigfoot. Les jours se fondaient en saisons, les saisons en années. J'ai arrêté de tenir un compte précis. Il était maintenant adulte, massif et puissant, mais toujours doux avec moi. Il m'apportait du bois de chauffage en hiver, plaçant soigneusement chaque bûche sur le tas. Il cueillait des baies sauvages pour moi en été, remplissant un panier qu'il avait appris à porter. Il s'asseyait avec moi sur mon porche le soir, tous deux regardant le coucher de soleil sur les montagnes. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé au milieu de la cinquantaine. L'arthrite me faisait mal aux mains, mon dos me posait des problèmes, je me déplaçais plus lentement, j'avais besoin de plus de repos. Le Bigfoot semblait sentir ces changements. Il a commencé à faire une plus grande partie du travail physique autour de la cabane. Il transportait l'eau du ruisseau dans des seaux qu'il avait compris comment porter. Il creusait dans le jardin, suivant mes instructions sur où planter quoi. Il a aussi appris à être mes mains quand les miennes ne coopéraient pas. Si je ne pouvais pas ouvrir un bocal, il le faisait. Si je laissais tomber quelque chose, il le ramassait. Si je ne pouvais pas atteindre quelque chose sur une étagère haute, il l'attrapait pour moi. Il ne m'a jamais fait sentir impuissante ou diminuée. Il faisait simplement tranquillement ce qu'il fallait faire, comme je l'avais fait pour lui toutes ces années auparavant, quand il était petit et blessé. Un hiver particulièrement rude, nous avons été bloqués par la neige pendant près de 2 semaines. Les congères étaient si hautes que je ne pouvais pas quitter la cabane et les provisions commençaient à manquer. Le Bigfoot disparaissait dans la tempête pendant des heures, revenant avec de l'écorce de certains arbres qui pouvaient être bouillis pour en faire un thé comestible, avec des baies gelées déterrées sous la neige, avec des racines qui nous ont permis de survivre. Sa connaissance de la forêt nous a maintenus en vie. Pendant cet hiver, nous avons passé plus de temps ensemble que jamais. Il n'y avait nulle part où aller, rien à faire d'autre que d'entretenir le feu et d'attendre que la tempête se calme. Il s'asseyait à côté de moi pendant des heures, se toilettant parfois sa propre fourrure, parfois fixant simplement les flammes. Je lisais à haute voix de vieux livres, et bien que je ne sache pas à quel point il comprenait, il semblait apprécier le son de ma voix. Une nuit pendant ce long hiver, je me suis réveillé pour le trouver debout au-dessus de moi. Une énorme main touchant doucement mon front. J'ai réalisé que j'avais de la fièvre. Il a disparu et est revenu avec un chiffon humide, le plaçant sur ma tête avec une douceur surprenante. Puis il est resté assis à côté de mon lit toute la nuit, rafraîchissant le chiffon périodiquement, veillant sur moi. Au matin, ma fièvre était tombée, mais il est resté à proximité toute la journée, anxieux et protecteur. Cet hiver a également amené un visiteur inattendu. Un jeune ours noir, chassé de sa tanière par le froid, a tenté de s'introduire dans mon hangar à la recherche de nourriture. Le Bigfoot l'a repéré en premier, et j'ai observé par ma fenêtre comment il s'approchait de l'ours. Pendant un instant, j'ai craint une bagarre. Le Bigfoot était beaucoup plus grand, mais l'ours avait des griffes, des dents et le désespoir pour lui. Au lieu de se battre, le Bigfoot a émis une série de sons que je n'avais jamais entendus auparavant. L'ours s'est arrêté, a écouté, a répondu avec ses propres sons. Ils se sont tenus là dans la neige, 2 créatures communiquant d'une manière que je ne pouvais même pas commencer à comprendre.
Après plusieurs minutes, le Bigfoot a conduit l'ours à notre cave à légumes, l'a ouverte et a permis à l'ours de prendre une petite portion de nos légumes stockés. Puis, il a doucement mais fermement guidé l'ours loin de la cabane, de retour vers la forêt. Je lui ai posé des questions à ce sujet plus tard, dans notre manière limitée de communiquer. Sa réponse, par des gestes et des sons, suggérait que l'ours était jeune, perdu et affamé. Le Bigfoot l'avait aidé parce que c'est ce qu'on fait. On aide quand on peut. C'était une leçon que je lui avais enseignée sans le savoir, simplement en l'aidant toutes ces années auparavant. Un hiver, je suis tombé sur la glace et je me suis cassé la hanche. Je suis resté là dans le froid, incapable de me relever, la douleur me transperçant le corps à chaque respiration. Le Bigfoot m'a trouvé en quelques minutes. Il s'est agenouillé à côté de moi, émettant des sons inquiets. Ses énormes mains planaient au-dessus de moi, comme s'il avait peur de toucher et de causer plus de dégâts. Finalement, très prudemment, il m'a soulevé. Il m'a porté dans la cabane et m'a déposé sur mon lit aussi doucement que l'on dépose un bébé. Il a ensuite disparu et j'ai paniqué, pensant qu'il m'avait abandonné. Mais il est revenu 20 minutes plus tard avec mon voisin, ayant réussi à communiquer que j'avais besoin d'aide. Mon voisin était terrifié, mais ne pouvait s'empêcher de fixer le Bigfoot. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre, observant pour s'assurer qu'on s'occupait de moi avant de disparaître à nouveau dans les bois. J'ai passé 6 semaines à l'hôpital et en rééducation. C'était la plus longue période que j'ai jamais passée loin du Bigfoot. Quand je suis enfin rentré à la maison, il attendait sur mon porche. Il avait l'air plus maigre, et j'ai réalisé qu'il avait à peine mangé pendant mon absence. Quand il m'a vu sortir de la voiture, il a poussé un cri de pure joie et s'est précipité en avant. J'ai dû dire à mon voisin de reculer alors que le Bigfoot me prenait dans ses bras, faisant attention à ma hanche en convalescence, et me serrait simplement contre lui. Mon voisin m'a pris à part avant de partir. Il a dit qu'il était venu voir le Bigfoot pendant mon absence, laissant de la nourriture à la lisière des bois. Il l'avait observé de loin, l'avait vu assis sur mon porche jour après jour attendant. Il m'a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi j'avais choisi de rester ici, seul, mais pas seul. Il a promis qu'il ne parlerait jamais de la créature à personne et il n'a jamais failli à sa promesse. Alors que je me remettais de ma blessure, le Bigfoot est devenu encore plus attentif. Il marchait à côté de moi quand j'utilisais mon déambulateur, adaptant son rythme au mien. Si je trébuchais, sa main me stabilisait. Si j'avais besoin de me reposer, il me guidait vers une chaise et s'asseyait à proximité jusqu'à ce que je sois prête à bouger à nouveau. Il était devenu mon aide-soignant, inversant les rôles que nous avions eus pendant tant d'années. Pendant ma convalescence, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui arriverait au Bigfoot après mon départ. J'approchais de la soixantaine alors, et bien que je me sente raisonnablement en bonne santé, je ne pouvais ignorer ma mortalité. J'ai commencé à écrire des instructions détaillées pour mon voisin. Comment communiquer avec la créature, ce qu'elle aimait manger, ses routines et habitudes, tout ce que je savais pour la garder en sécurité et heureuse. J'ai aussi commencé à enseigner au Bigfoot plus d'autonomie. Il savait déjà comment trouver de la nourriture dans la nature. Mais je lui ai montré où je gardais les provisions d'urgence, comment accéder à la cave à légumes, comment allumer un feu avec des allumettes que j'ai laissées dans un récipient étanche. Je ne savais pas s'il resterait à la cabane sans moi, mais s'il le faisait, je voulais qu'il puisse survivre. Le Bigfoot semblait sentir que quelque chose avait changé en moi, une conscience du temps qui passe qu'il partageait. Il est devenu plus affectueux, plus susceptible de rechercher le contact physique. Il posait sa tête contre mon épaule pendant que nous étions assis sur le porche. Il tenait ma main pendant que nous marchions. Il me regardait avec une intensité qui ressemblait à de la mémorisation, comme s'il essayait de stocker chaque détail pour plus tard. Mes cheveux sont devenus complètement gris dans la soixantaine. Mes pas sont devenus plus lents, plus prudents. J'ai eu besoin d'une canne, puis d'un déambulateur. Le Bigfoot a vieilli aussi, bien que plus lentement. Sa fourrure brun foncé a développé des mèches argentées autour de son visage et de ses mains. Il se déplaçait avec moins d'énergie, mais plus de détermination.
comme s'il avait appris à conserver sa force. Nous avons établi de nouvelles routines qui tenaient compte de mes limitations. Le Bigfoot m'aidait à monter et descendre les marches du porche, ses bras stables sous mon coude. Il a appris à aller chercher les choses dont j'avais besoin, comprenant mes indications et des mots simples. Il est devenu mes jambes quand les miennes ne coopéraient pas, ma force quand la mienne me faisait défaut. Mes enfants ont commencé à me rendre visite plus souvent, inquiets de me voir vivre seul si loin de la ville. Ils n'ont jamais vu le Bigfoot, bien qu'ils aient dû voir des signes, des empreintes de pas énormes dans le jardin, l'extension de ma cabane que je n'aurais jamais pu construire seul, les quantités massives de nourriture que je consommais. S'ils se doutaient de quelque chose, ils ne l'ont jamais dit. Une de mes petites filles est venue en visite quand elle avait 6 ans. Elle jouait dans le jardin pendant que je regardais depuis le porche, quand le Bigfoot a émergé de la « Umporé ». J'ai crié un avertissement, mais la petite fille n'a montré aucune peur. Elle s'est approchée de la créature et lui a tendu un pissenlit. Le Bigfoot l'a pris avec précaution, le tenant dans sa main massive, puis a cueilli une fleur sauvage et la lui a offerte en retour. Ils sont restés là un moment. 2 êtres échangeant des fleurs avant que la créature ne me jette un regard et ne se retire dans les bois. Ma petite fille est revenue en courant. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un ours. Je lui ai demandé si elle avait eu peur. Elle a dit non. L'ours était gentil. Je lui ai dit que tous les ours n'étaient pas gentils et qu'elle devait rester près de la maison. Elle a hoché la tête sérieusement, mais je l'ai vue regarder vers la forêt, espérant un autre aperçu de son gentil ours. Les années ont passé et mon corps a continué son lent déclin. J'ai développé un diabète et j'ai dû surveiller attentivement ma glycémie. Le Bigfoot a appris à reconnaître quand mes niveaux n'étaient pas bons, il m'apportait du jus ou me faisait manger quand c'était nécessaire. Comment il le savait, je ne saurais le dire, mais il se trompait rarement. Mon ouïe a commencé à baisser et j'ai eu des appareils auditifs que j'oubliais constamment de porter. Le Bigfoot tapotait ses propres oreilles et pointait les miennes, me rappelant de les mettre. Il semblait comprendre que j'en avais besoin pour entendre correctement, pour rester connecté au monde. Pour mon 70e anniversaire, mes enfants m'ont organisé une fête surprise à la cabane. J'ai passé tout le temps terrifié que le Bigfoot n'apparaisse, mais il est resté caché. Après que tout le monde soit parti, j'ai trouvé le Bigfoot assis à la lisière de la forêt, l'air seul et exclu. Je me suis senti terriblement mal. Il était resté à l'écart pour me protéger, pour garder notre secret, même s'il voulait faire partie de la fête. Cette nuit-là, j'ai fait un petit gâteau juste pour nous deux. Le Bigfoot n'avait jamais mangé de gâteau auparavant, et il s'en est approché avec prudence. Il a pris une petite bouchée, les yeux s'écarquillant de surprise et de plaisir. Nous nous sommes assis sur le porche à manger du gâteau et à regarder les étoiles apparaître. Et je lui ai dit que c'était ça, la vraie fête, juste nous deux, comme ça l'avait toujours été. Les saisons ont continué leur cycle. Le printemps a apporté de nouvelles pousses, et le Bigfoot m'apportait les premières fleurs sauvages, les déposant à côté de mon café du matin. L'été a apporté de longues journées chaudes, et il me portait jusqu'au ruisseau, m'installant dans une chaise d'où je pouvais le regarder nager comme je l'avais fait des décennies auparavant. L'automne a apporté la récolte, et le Bigfoot empilait les légumes à ma porte, sa contribution à nos réserves d'hiver. L'hiver a apporté la neige et le Bigfoot faisait d'énormes feux, me gardant au chaud pendant les mois froids. Ma mémoire a commencé à flancher au milieu de mes 70 ans. J'oubliais quel jour on était, pourquoi j'étais entré dans une pièce. Parfois, j'oubliais de manger et le Bigfoot poussait doucement de la nourriture vers moi. Il semblait comprendre que mon esprit me lâchait comme mon corps l'avait fait, et il compensait pour les deux. Il y avait des jours où je me réveillais confuse, ne reconnaissant pas où j'étais. Ces jours-là, le Bigfoot s'asseyait à côté de moi et émettait des sons doux jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. Je me souviens que sa présence était un point d'ancrage, quelque chose de constant auquel mon esprit défaillant pouvait se raccrocher. J'avais aussi des moments de clarté surprenante, où tout revenait d'un coup. Ces jours-là,
Je me sentais submergé par la gratitude pour cette vie étrange que j'avais vécue, pour cette créature qui avait choisi de rester avec moi. J'essayais de lui dire à quel point cela comptait pour moi, comment il m'avait sauvé d'une manière qui n'avait rien à voir avec un sauvetage physique. Je ne sais pas s'il comprenait mes mots, mais il tenait ma main et émettait des sons qui ressemblaient à de la compréhension. Au moment où j'ai atteint 70 ans, je quittais rarement ma cabane. Le Bigfoot faisait tout le travail. Maintenant, il s'occupait du jardin, ramassait le bois de chauffage, apportait de l'eau et avait même compris comment utiliser ma vieille camionnette pour aller chercher des provisions en ville. Il se cachait à l'arrière, sous une bâche, et je faisais une liste. Il attendait la nuit, puis se glissait dans le magasin par la porte de derrière, comme convenu avec le propriétaire. Cela semble impossible, mais nous y sommes arrivés. Je passais la plupart de mon temps assise sur mon porche ou dans ma chaise près du feu. Le Bigfoot s'asseyait avec moi pendant des heures, tous deux à l'aise dans le silence. Parfois, je lui racontais des histoires de ma vie d'avant, mon mariage, mes enfants, mes choix. Il regardait mon visage attentivement et je croyais qu'il comprenait. Sinon les mots, du moins l'émotion derrière eux. Un soir de fin d'été, j'avais du mal à respirer. Ma poitrine était serrée et mon bras gauche me faisait mal. J'ai reconnu les signes d'une crise cardiaque. J'ai appelé le Bigfoot et il est arrivé en courant. J'ai réussi à lui dire d'aller chercher de l'aide, d'aller chez mon voisin. Il a hésité, ne voulant clairement pas me laisser, mais a finalement tourné les talons et a couru. Les ambulanciers sont arrivés pour trouver le Bigfoot assis sur mon porche, montant la garde. Il les avait conduits à ma cabane, puis avait positionné son corps entre eux et ma porte, ne bougeant que lorsque j'ai crié que c'était bon. Ils ont travaillé sur moi pendant que le Bigfoot regardait par la fenêtre, son visage pressé contre la vitre, son souffle lambuant comme ce jour, il y a tant d'années, où j'avais commencé mes recherches. J'ai survécu à cette crise cardiaque et à la suivante 6 mois plus tard. À chaque fois, le Bigfoot n'a jamais quitté mon chevet pendant ma convalescence. Il restait assis à côté de mon lit pendant des heures, tendant parfois la main pour toucher doucement la mienne, comme pour se rassurer que j'étais toujours en vie. Mes enfants ont commencé à parler de me placer en maison de retraite. Ils voulaient bien faire, mais la pensée de quitter ma cabane, de quitter le Bigfoot, était insupportable. Je leur ai dit que j'allais bien. Je leur ai dit que j'avais de l'aide. Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire, mais ils ont cessé d'insister quand ils ont vu à quel point j'étais catégorique. La vérité, c'est que je savais que mon temps était compté. Mon corps s'usait, mais tant que j'avais le Bigfoot, tant que nous avions l'un l'autre, je voulais rester exactement là où j'étais. Cette cabane, cette forêt, cette vie que nous avions construite ensemble. C'était assez. C'était plus qu'assez. J'ai commencé à écrire des lettres à mes enfants, à ouvrir après ma mort. Dedans, j'ai tout expliqué sur le Bigfoot. Je leur ai raconté toute l'histoire, de sa découverte bébé à notre vieillesse commune. J'ai parlé de mon voisin et du propriétaire du magasin, des arrangements que j'avais pris pour prendre soin de lui. Je ne savais pas s'il me croirait, mais j'avais besoin qu'il sache la vérité. J'ai aussi fait des vidéos. Mon voisin m'a aidé à installer une caméra et je me suis enregistré en train de parler du Bigfoot, de notre vie ensemble. Je l'ai filmé de loin, montrant comment il bougeait, comment il travaillait dans le jardin, comment il prenait soin de moi. Des preuves, pensais-je. La preuve que tout cela avait été réel. Le Bigfoot semblait comprendre ce que je faisais. Il posait pour la caméra, démontrait les tâches qu'il avait apprises. Parfois, il apportait ses dessins pour les montrer, comme s'il voulait documenter sa propre histoire. Cela semblait important, cet enregistrement de nos vies, comme si nous laissions quelque chose derrière nous pour le monde, même si le monde ne le comprenait jamais entièrement. Mon 75e anniversaire est arrivé, et je me sentais vieille comme le monde. Mon corps était une collection de douleurs, mes mains tremblaient constamment. J'avais besoin d'aide pour presque tout, mais j'étais toujours là, respirant encore, toujours capable de m'asseoir sur mon porche et de regarder le Bigfoot travailler dans le jardin, toujours capable de partager des repas, des soirées et des matins tranquilles avec cette créature qui était devenue ma famille.
Cet hiver a été particulièrement difficile. J'ai attrapé une pneumonie et j'ai passé 2 semaines à peine consciente. Le Bigfoot m'a soigné, me gardant au chaud, s'assurant que je buvais, veillant pendant que je luttais pour respirer. Mon voisin passait tous les jours pour prendre de mes nouvelles, apportant des médicaments. Mais c'est le Bigfoot qui m'a maintenu en vie. Sa détermination, son refus de me laisser partir, m'ont ramené du bord du gouffre. Quand j'ai finalement assez récupéré pour m'asseoir et prendre conscience de mon environnement, j'ai trouvé que le Bigfoot avait perdu du poids. Il avait été tellement concentré sur moi qu'il avait oublié de manger correctement. Je l'ai grondé gentiment et je lui ai fait promettre de mieux prendre soin de lui. Il m'a regardé avec ses yeux bruns profonds et j'y ai vu la peur, la terreur de me perdre. Je comprenais. Je ressentais la même chose à l'idée de le perdre. Nous avons adopté de nouvelles habitudes après cette maladie. Le Bigfoot insistait pour vérifier constamment comment j'allais. Si je faisais la sieste, il s'asseyait à proximité, veillant. Si je sortais, il planait près de moi, prêt à me rattraper si je trébuchais. C'était épuisant d'être surveillé de si près, mais je comprenais son besoin de me protéger. J'avais ressenti la même chose toutes ces années auparavant, quand il était petit et vulnérable. Le printemps est revenu, et avec lui, une nouvelle vie. Le Bigfoot a planté notre jardin avec un soin particulier cette année-là, comme s'il comprenait que nous n'aurions peut-être plus beaucoup de printemps ensemble. Le jardin a prospéré sous son attention, produisant plus de légumes que nous ne pouvions en manger. Il a donné le surplus à mon voisin, qui l'a distribué à d'autres personnes dans le besoin. Cela lui faisait plaisir de subvenir aux besoins des autres. Une autre leçon, je pense, tirée de nos années ensemble. Cet été-là, un de mes fils est venu en visite avec sa famille. Ils sont restés 1 semaine et le Bigfoot a dû se cacher au plus profond de la forêt pendant tout ce temps. Je pouvais l'apercevoir de temps en temps, juste une ombre à la lisière des arbres, observant. Quand ils sont finalement partis et que le Bigfoot a émergé, il était anxieux et collant, ne voulant pas me perdre de vue. Nous avons passé cette soirée sur le porche, sa tête reposant contre mon épaule pendant que je caressais sa fourrure, et je lui ai dit que oui, j'étais toujours là. Nous étions toujours ensemble. Ma mémoire a continué de se détériorer. J'oubliais des choses en plein milieu d'une phrase. Je l'appelais par de mauvais noms, le confondant avec des gens de mon passé. Il attendait patiemment que la confusion passe, ne semblant jamais contrarié ou frustré. Les pires jours, quand je ne reconnaissais pas la cabane ou ne me souvenais pas où j'étais, sa présence était la seule chose qui semblait réelle et sûre. Il y avait aussi des moments de clarté surprenante, des moments où tout se mettait en place, et je me souvenais de chaque détail de nos années ensemble. Dans ces moments-là, je me sentais submergé par l'improbabilité de tout cela, que j'ai trouvé cette créature, que nous ayons construit cette vie, qu'après toute la solitude et la déception de mes premières années, j'ai fini ici, dans cette cabane, avec ce compagnon impossible. C'était comme un cadeau que je ne méritais pas, mais dont je serai reconnaissante jusqu'à mon dernier souffle. J'ai 78 ans maintenant. Le Bigfoot a probablement près de 40 ans, un âge mûr pour son espèce. Si mes recherches sur les grands singes sont une bonne indication, nous sommes ensemble depuis 36 ans, plus de la moitié de ma vie, toute sa vie dont il peut se souvenir. Je me déplace lentement maintenant, mon corps usé par le temps, les intempéries et le travail. Le Bigfoot a ralenti aussi. Sa fourrure est plus argentée que brune. Il se déplace avec la délibération prudente de l'âge, mais ses yeux sont toujours vifs et intelligents, me regardant toujours avec cette même intensité que j'ai vue le jour de notre rencontre. Nous avons nos routines. Chaque matin, le Bigfoot m'aide à sortir du lit. Il prépare un petit déjeuner de fruits et de légumes pour nous deux. Nous nous asseyons sur le porche, si le temps le permet, à regarder la forêt se réveiller. Il se baigne toujours dans le ruisseau tous les jours. Bien qu'il ne reste plus dans l'eau pendant des heures, je regarde depuis ma chaise pendant qu'il se toilette soigneusement. Le même rituel que j'ai observé des milliers de fois. L'après-midi, je dors et le Bigfoot travaille dans le jardin ou disparaît dans la forêt pendant un moment.
Il revient toujours avant que je ne me réveille, comme s'il calculait le moment parfait. Le soir, nous nous asseyons près du feu. Parfois, je lis à haute voix et il écoute. Parfois, nous restons simplement assis dans un silence confortable. Parfois, je mets de la musique et il se balance doucement, les yeux fermés, perdu dans le son. La nuit, il dort dans la chambre que j'ai construite il y a toutes ces années. Mais il laisse la porte ouverte entre nous. Si je me réveille et que j'appelle, il apparaît en quelques secondes, vérifiant que je vais bien. S'il fait des cauchemars, j'entends ses sons angoissés et je lui parle pour le calmer. Ma voix, apparemment, est aussi apaisante pour lui qu'elle l'était pour ce bébé terrifié que j'ai trouvé dans la neige. Je tiens maintenant un journal de notre vie quotidienne, notant les petits moments qui composent notre existence. La façon dont il dispose les pierres chaque matin, selon un motif différent, comme s'il créait un art temporaire. Comment il fredonne en travaillant dans le jardin, un son que j'ai fini par associer au contentement. La douceur avec laquelle il m'aide à marcher, toujours patient avec ma lenteur. Ces détails comptent. Quand je ne serai plus là, quelqu'un devrait savoir que le Bigfoot avait une vie intérieure riche, qu'il était plus qu'un simple cryptide ou une légende. Il était une personne, à tous les égards importants. Mon voisin me rend visite chaque semaine maintenant, apportant des provisions et prenant de nos nouvelles à tous les deux. Il est devenu un ami pour le Bigfoot aussi. La créature s'assoit avec lui sur le porche, et bien qu'ils ne puissent pas vraiment communiquer, il y a une entente entre eux. Mon voisin a promis que s'il m'arrivait quelque chose, il s'assurerait que le Bigfoot soit pris en charge. Il a même mentionné l'idée d'enseigner à son fils l'existence de la créature, transmettant la responsabilité à la génération suivante. Cela me réconforte de savoir que le Bigfoot ne sera pas seul quand je serai parti. Les gens me demandent parfois si je regrette mes choix. Vivre seul, rester dans cette cabane isolée, passer à côté des marqueurs normaux de la vieillesse comme les centres communautaires, les matchs de foot des petits-enfants et les clubs de lecture. Je leur dis non, et je le pense. Je ne m'attendais pas à trouver un but dans ce blizzard. Je ne m'attendais pas à ce que le sauvetage d'une petite créature donne un sens à des décennies de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'un bébé Bigfoot devienne mon plus proche compagnon, mon aide, mon ami. En y repensant, je peux voir comment nous nous sommes changés l'un l'autre. Le Bigfoot a appris à faire confiance aux humains grâce à moi, a appris la douceur, la patience et l'attention. Il a développé des compétences et des habitudes qu'aucun Bigfoot sauvage n'aurait. Et j'ai appris que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on naît. Parfois, c'est celle que l'on trouve dans une tempête de neige, celle que l'on construit jour après jour par de petits actes de gentillesse et de camaraderie. Le Bigfoot est assis à côté de moi en ce moment, pendant que j'écris ceci. Sa tête est penchée, observant mon stylo se déplacer sur le papier avec curiosité. Il ne comprend pas l'écriture, mais il comprend que c'est important pour moi. Alors il s'assoit tranquillement et attend. Tout comme il s'est assis tranquillement et a attendu à côté de moi pendant toutes ces années, patient, constant et inexplicablement loyal. Parfois, je me demande ce qui se passera quand je ne serai plus là. Retournera-t-il dans la forêt? Trouvera-t-il d'autres de son espèce? Ou restera-t-il ici dans notre cabane, maintenant nos routines, entretenant notre jardin, assis sur notre porche, regardant les saisons changer? J'ai pris mes dispositions. Mon voisin est au courant maintenant. Je lui ai montré comment la créature aime les choses. J'ai écrit tout ce que je sais sur son régime alimentaire, ses habitudes et ses besoins. Quand je mourrai, mon voisin a promis de venir le voir, de s'assurer qu'il va bien, de l'aider si nécessaire. Ce n'est pas parfait, mais c'est le mieux que je puisse faire. La vérité, c'est que je ne sais pas combien de temps il nous reste, à l'un comme à l'autre. Des années, peut-être des mois. Mais quelle que soit la durée, nous la passerons ensemble, comme nous avons passé les 36 dernières années. Deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui ont fini par se sauver l'un l'autre d'une manière qui compte plus que la survie. J'ai trouvé le Bigfoot dans un blizzard, un bébé mourant que personne d'autre n'aurait découvert.
Il m'a trouvé dans mon propre blizzard, un isolement froid d'une vie dont je m'étais retiré. Je lui ai donné un foyer et il m'a donné un but. Je l'ai élevé et il m'a maintenu en vie. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Le soleil se couche maintenant. Bientôt, le Bigfoot ravivera le feu et nous nous installerons pour la soirée. Il m'apportera probablement du thé, comme il a appris à le faire l'année dernière. Nous nous assiérons dans un silence confortable. Deux vieux amis qui ont partagé toute une vie. Et demain, nous recommencerons, pour tous les demain qui nous seront donnés. C'est notre histoire. Une femme et un Bigfoot vieillissant ensemble dans une cabane au bout du monde. Rien de chic. Rien d'extraordinaire, si ce n'est l'espèce concernée, juste la vie, vécue au jour le jour, avec un amour inattendu, une loyauté tenace, et le contentement tranquille qui vient du fait de savoir qu'on est exactement là où on est censé être. Le Bigfoot vient de m'apporter mon thé. Il fait très attention de ne pas le renverser, se concentrant intensément sur la tâche. Je devrais finir d'écrire maintenant, et simplement être ici. Vivre ce moment avec cette créature qui m'a choisi autant que je l'ai choisi. Après tout, nous ne savons pas combien de moments il nous reste. Pour d'autres histoires intéressantes, c'est par ici.